Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, le grand trader et investisseur Stanley Druckenmiller, pour que ceux qui ne le connaissent pas, il a bossé pas mal de temps avec George Soros et c'est bon, voilà, considéré comme un trader et un investisseur de légende. Et cet investisseur de légende aujourd'hui nous explique que on risque de vivre un marché qui fait du surplace pendant une décennie. Et en fait, c'est un point de vue qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu ça dans le passé. Regardez ici, ça c'est des années alors c'est les années 60, 70, d'accord? On a eu un marché qui a fait du surplace pendant presque, allez, 15 ans. 15 ans, on a eu un marché qui a fait du surplace. On a eu également un autre marché qui a fait du surplace, c'est dans les années 2000, hein. Vous voyez ici, ça c'est la bulle des valeurs technologiques, donc en mars 2000. Puis on a un marché qui baisse fortement, donc c'est le crack des valeurs technologiques. Puis on a un rebond, et donc là c'est l'euphorie, notamment le marché de l'immobilier qui explose à la hausse. Puis on a une deuxième baisse, donc c'est très important de bien le comprendre parce que ceux qui ont acheté par là en bourse étaient toujours et perdaient énormément d'argent. Mais ça, c'est encore une fois pour ceux qui ont acheté là, d'accord? Et ils ont gardé leur position, ils ne sont pas sortis. Et je vous l'avais déjà montré à plusieurs reprises, mais par exemple, quelqu'un qui avait acheté du Microsoft en 2000, il a récupéré sa mise en ici. Donc là, on est en 2016. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a acheté Microsoft, je dis bien Microsoft, pas une entreprise type Toys R Us, type, oui, eToys, qui s'est effondré. Il y a plein de boîtes qui ont disparu. Mais quelqu'un qui avait acheté Microsoft par là, d'accord? Là, il perdait 66%, là, il perdait 75% donc en 2009. Et puis, il est revenu à l'équilibre en 2016. Donc, ce que dit Stanley Druckenmiller, c'est pas à prendre à la légère. C'est également ce que nous explique Paul Tudor Jones. Et c'est également ce que nous explique Ray Dalio. Ray Dalio, il nous dit, voilà, le marché peut baisser encore de 20%. Pourquoi? Parce que si on a une hausse des taux d'intérêt, ça veut dire qu'on aura un ralentissement de l'économie. Et donc, ça veut dire chômage, baisse de la croissance et crack boursier qui va se poursuivre. Et donc la grosse question, c'est est-ce que c'est réaliste? La réponse est oui. C'est-à-dire qu'on a déjà eu ça dans le passé. On a eu ça dans les années 60-70, et ça ressemble étrangement à ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on avait à l'époque de l'inflation, et on a eu également un ralentissement de la croissance. Et il ne faut pas oublier que ce marché haussier, hein, qui est un marché historique, à la hausse, il s'est fait dans un environnement particulier, puisque les États ont vu leurs dettes exploser à la hausse. On a des dettes publiques historiques. C'est du jamais vu. Et donc, on est dans une situation où les États sont surendettés, donc ne pourront pas continuer ainsi indéfiniment, surtout si on augmente les taux d'intérêt, parce que là, la charge d'intérêt deviendra de plus en plus importante. Le deuxième problème qui se pose, c'est la monnaie. Aujourd'hui, encore une fois, et je vais le dire, hein, beaucoup de gens critiquent l'euro. D'accord, très bien. Mais beaucoup d'économistes disent, et même d'experts, disent que, en fait, le grand gagnant de l'histoire, c'est le dollar. Et que beaucoup de pays, parce que le dollar explose à la hausse, sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce que tout est libellé en dollars. Les matières premières, le pétrole, l'or, le zinc, tout ce que vous voulez, le cuivre, etc. Tout est libellé en dollars. Donc pour les États-Unis, c'est pas grave. D'accord? Même les États-Unis connaissent une inflation. Pourtant, le dollar est fort. Mais l'Europe et l'euro, hein, qui n'est pas forcément la monnaie la plus faible au monde, euh, limite la casse. Mais il y a beaucoup de pays qui vont payer au prix fort parce que leur monnaie ne peut pas rivaliser avec le dollar et parce que leur monnaie perd de la vitesse. On a plein de monnaies aujourd'hui qui sont en train de chuter contre le dollar. Et ça nous rappelle un petit peu les années 80 où, en France, il y a eu ce que l'on appelle des dévaluations, de nombreuses dévaluations, parce que justement, voilà, les spéculateurs attaquaient les monnaies
et avait la main mise sur la monnaie ou sur les monnaies et sur la partie financière, dont le célèbre George Soros, qui a vendu la livre sterling, je pense en 92, et qui a empêché, parce qu'il disait, moi je ne veux pas que la livre sterling intègre la zone euro, ce qui est assez marrant, hein, parce qu'aujourd'hui il est peut-être favorable à l'euro, ou je ne sais pas, hein, je j'ai pas trop creusé la chose, mais c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, George Soros disait la Grande-Bretagne ne doit pas faire partie de l'euro. Et il avait vendu à découvert et beaucoup de spéculateurs l'avaient suivi et la livre sterling s'était effondrée à l'époque. On va revenir dessus. Voilà, c'est ici, hein. On est ici en septembre 92 et vous voyez que la livre sterling s'effondre et la légende veut que, voilà, ou dit que George Soros aurait gagné 1 milliard de dollars en une nuit, hein. C'est-à-dire que ce coup, ça lui a fait permis de gagner et il est rentré un peu dans la légende du trading grâce à ça ou à cause de ça. Mais justement, dans les années 80-90, ces spéculateurs étaient très puissants. L'euro a représenté une certaine protection. Aujourd'hui, on voit que l'euro faiblit, mais on voit bien que les remous et les problèmes, encore une fois, on va pas dire c'est légitime, c'est pas légitime. Ça, c'est pas à nous de décider ou c'est pas à moi de décider. Mais clairement, il y a une faille. Et si l'euro continue de baisser, comme beaucoup d'autres monnaies baissent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va aggraver l'inflation, ça va aggraver la hausse des taux d'intérêt, ça va aggraver le ralentissement de l'économie. Et donc, ça aggrave ce scénario de ralentissement, d'inflation et peut-être d'avoir de marchés financiers qui font du surplace pendant une décennie. Ce n'est pas un scénario impossible. Et donc, vous voyez ici l'investisseur de légende Stanley Druckenmiller qui prévient qu'il y a une forte probabilité que le marché passe du surplace pendant une décennie. Et donc, il dit, voilà, Wall Street, la douleur ne sera pas temporaire. Les actions font face à une décennie entière de transactions latérales de marché sur place, alors que l'économie mondiale traverse un changement tectonique. Et il continue, il nous dit, il y a l'inflation, il y a les banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt, il y a ce que l'on appelle la démondialisation, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus relocaliser, donc ça veut dire que ça va augmenter les prix, la guerre en Ukraine, et puis bien évidemment on a un risque de plus en plus important de récession qui s'installe. Et donc, ce que dit Stanley Druckenmiller est très intéressant. C'est-à-dire, il nous explique que, en fait, les banques centrales, c'est comme des fumeurs, et en fait, ils ont abusé hein, de l'outil monétaire. On était dans un environnement qui permettait d'avoir une inflation faible parce qu'il y avait une mondialisation, une globalisation de l'économie. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où les taux d'intérêt augmentent rapidement, l'inflation dépasse les banques centrales, et donc beaucoup d'États sont dépassés par ce qui arrive et des banques centrales sont dépassées par ce qui arrive. Donc, on a également les tensions entre les deux géants économiques que sont la Chine et les États-Unis. Donc, on est véritablement dans un nouvel environnement de marché. C'est-à-dire, ce que l'on a eu auparavant ne sera peut-être pas la norme demain. Et déjà, dès aujourd'hui, on sent qu'il y a clairement un changement. Et vraiment, moi, je vous invite à lire cet article parce qu'il est très puissant, parce que c'est une vue historique, hein. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regardez, la hausse des marchés boursiers, elle a commencé en 82. Après les années 70, on a eu des réformes, on a eu une mondialisation de l'économie, on a eu une lutte contre l'inflation, on a eu une situation où l'inflation est devenue sous contrôle et on était dans une économie où finalement on pouvait faire ce qu'on voulait, hein. Il y a eu des années folles, des années 80, etc. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle économie, hein. Les gens ont changé, les mentalités ont changé, les besoins ont changé, les exigences ont également changé. Donc, ce qui était possible de faire dans les années 80, ça sera plus possible aujourd'hui. Donc, clairement, on rentre dans un no man's land. Et ce que nous explique Druckenmiller, il disait tous les facteurs qui ont provoqué la hausse des marchés à partir des années 80 ont disparu. Aujourd'hui, on est dans un nouveau monde, on est sur de nouveaux marchés financiers.
Et là, Stanley Druckenmiller nous explique les banques centrales sont un petit peu comme des fumeurs repentis. C'est-à-dire que les gars, ils ont abusé de la politique monétaire, de baisse des taux d'intérêt, on injecte des liquidités, etc. À une situation où, et vous voyez ici, il fait le parallèle. Il dit auparavant, ils étaient en train d'imprimer de l'argent comme une personne qui conduit une Porsche à voilà, 200 miles par heure à aujourd'hui, ils sont juste en train d'appuyer sur le frein et ils essaient d'empêcher finalement la catastrophe. Et il continue, il met en garde les investisseurs en ce qui concerne ses perspectives pessimistes et il affirme c'est le moment le plus difficile de l'histoire pour faire des prévisions économiques. Et voilà, il a une histoire de biais baissier qu'il a dû travailler autour de toute sa carrière. J'aime les ténèbres. Bon, c'est-à-dire qu'il adore les marchés baissiers. Je vais développer tout ça, je vais vous donner mon point de vue par rapport à tout ça. Le deuxième trader, hein, c'est Ray Dalio. Ray Dalio nous explique que pour le moment, si les taux d'intérêt montent à 4,5%, cela signifie une baisse des actions de 20%. Et enfin, la Banque mondiale qui redoute une récession généralisée. Ils disent, voilà, ils s'inquiètent d'un retour au début des années 80 où l'économie mondiale avait souffert d'une récession générale. Et à l'époque, effectivement, il y avait eu une hausse des taux d'intérêt, on avait eu une grosse récession, et puis effectivement un nouveau départ haussier. Alors, je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à tout ça. Euh, pour moi, et Stanley Druckenmiller a l'humilité de dire je peux me tromper. Hein. Voilà, c'est mon point de vue baissier, mais je peux me tromper. Moi, j'ai été, voilà, je sais que depuis 2009, j'ai été haussier. Hein. À l'époque, on se foutait même de ma gueule. Et en fait, j'étais haussier sur les marchés parce que pour moi, la configuration de marché était haussière. Et je vais être honnête avec vous, je ne m'attendais pas à avoir un marché haussier aussi incroyable, aussi puissant que ce que l'on a eu. Hein. Je ne m'y attendais pas. Maintenant, je suis vraiment, pour moi, c'est une colle, mais je vais vous dire ce que j'en pense sincèrement. Pour moi, encore une fois, c'est vrai qu'on a cet aspect de crise des années 1970, de 2010, d'accord. Et ça a eu clairement un impact avec une bourse qui n'a pas performé. C'est-à-dire les gens qui ont investi en 2000 ont perdu de l'argent. Il a fallu qu'ils attendent, pour certains, 2016 pour récupérer leur argent. Hein. Alors bien sûr, je ne parle pas ici du DCA, d'une personne qui... Mais là, ici, quand on parle de DCA, on parle déjà d'investisseurs qui sont un peu plus sophistiqués, qui ont un peu plus de recul. La grande majorité des gens achètent au pire moment. D'accord. Tous les travaux de recherche le prouvent. La grande majorité des investisseurs, ils achètent en haut, ils vendent en bas. D'accord. Et donc, pour moi, il y a premièrement le fait que on a un marché qui a encore des liquidités. On n'est pas encore dans une situation de peur, de panique, même si la bourse a baissé fortement. Mais on n'a pas encore ce sentiment de peur et de panique. On a encore énormément d'argent. On a encore énormément de gens qui croient dans la hausse. On a également des banques, hein, JP Morgan en janvier, hein, JP Morgan quand même, qui est une banque prestigieuse, qui nous disait on est bullish, qui ont répété ça en juin, voilà, qui l'ont répété à plusieurs reprises. Ils sont encore haussiers, JP Morgan. Et ça ne me dérange pas au sens où, au contraire, plus il y a de gens qui sont haussiers, plus ça veut dire que la bulle, elle est présente et plus, voilà, on n'est pas encore arrivé à la fin du crack. Donc, on n'est pas encore arrivé à la fin du crack. À la fin du crack, tout le monde dira que c'est la fin du monde. D'accord. Donc, pour le moment, tant qu'on n'a pas une situation où tous les économistes, tous les analystes vous expliquent que c'est la fin du monde, il n'y a pas de souci. D'accord. Il faut pas paniquer. Donc, le fait est que on peut avoir des surprises. On peut avoir un marché parce qu'il y a de l'inflation
la bourse qui devient une valeur refuge. D'accord? On peut avoir une bourse qui continue de monter alors que derrière, il n'y a pas les fondamentaux ou que derrière, on est dans un marché qui risque de craquer. Mais ça peut continuer de monter parce que derrière, il y a des gens qui croient dans le concept de valeur refuge. Et donc là, je vais vous présenter deux grandes approches, deux grandes philosophies d'investissement. La première philosophie, c'est ce que moi j'utilise dans le cadre de Booster Plus. C'est une approche basée sur, et je vais même, je vais même, allez, trois philosophies. On va commencer par la première philosophie. Première philosophie, c'est l'approche passive classique. D'accord? Donc c'est l'investissement passif et totalement passif. Ça veut dire on va investir sur des ETF, on met du DCA et on ne se casse pas la tête. Et de toutes les manières, on a un horizon de 10 ans, 15 ans, 20 ans. D'accord? Et donc, le seul risque de cette approche, puisqu'il y a un risque, hein, même si beaucoup de gens ne vont pas vous le dire, c'est que si on a un marché qui fait du surplace, ou si on a un marché comme le marché japonais, et je vais revenir sur le marché japonais. Le marché japonais, c'est une magnifique étude de cas, hein. C'est un marché, regardez ici, 1950, qui nous fait genre une hausse incroyable, incroyable. On a un marché qui nous fait du 46 700%, donc c'est vraiment impressionnant. Et puis là, vous voyez sur les plus hauts, on a un crack. Donc on a un crack que ce soit sur les actions, mais également sur l'immobilier. Le marché baisse de 80%. Puis ici, on a un rebond dans les années 2000. D'accord? Là, on a la crise de subprime, on est toujours à 82% depuis, s'il vous plaît, 90. Ça veut dire 20 ans après, le truc, il perd toujours 80%. Et puis, vous avez le marché ici, depuis 90, qui perd toujours 30% depuis les plus hauts. Donc, les personnes qui ont investi au pire moment, et malheureusement, c'est souvent le cas, d'accord? Eh bien, ces personnes sont encore perdantes aujourd'hui, 30 ans après. Donc, le cas japonais n'est pas un cas à exclure, c'est-à-dire une situation où on aurait peut-être vécu un marché haussier historiquement élevé et on rentrerait dans une longue phase de correction, une longue phase latérale. Donc, la première stratégie, pour moi, c'est le vrai risque, c'est ça, c'est de se retrouver dans une situation à la japonaise, avec un marché qui s'effondre. Et même si tu fais du DCA, mais tu as un marché qui... Voilà. Alors le DCA, c'est sympa parce que si par exemple tu achètes au pire moment, mais tu renforces, voilà, tu peux t'en sortir. Maintenant, le truc, c'est est-ce que tu vas générer de la performance? J'en sais rien. D'accord? Voilà, à la rigueur, on pourrait faire un truc sur le marché japonais. Ça peut être intéressant et de faire du DCA et de voir ce que ça donne. Oui, on peut générer de la performance, mais ça va pas être exceptionnel par rapport à ce qu'on a eu récemment. La deuxième stratégie, moi je l'ai intitulée Booster Plus, c'est une approche en fait qui nous permet de rentrer sur les ETF les plus efficaces. Cette stratégie, elle est extrêmement efficace durant les 40 dernières années. Elle a fait quasiment 2 fois la performance du S&P. Elle a eu également des drawdowns très faibles, voilà, très très intéressantes. Et en fait, elle ne nécessite qu'une intervention par mois. Et moi, je l'ai musclé, hein, parce que je l'ai utilisé en 2021, mais avec du cash, d'accord? Et j'ai noté que beaucoup de gens étaient dominés par la volatilité. Et donc, en 2022, j'ai introduit les options. Et honnêtement, depuis le début de l'année, je suis très, très content parce que j'ai fait plusieurs tests, et ça se comporte super bien. Et donc, en fait, c'est une approche qui a l'intérêt de nous positionner sur les marchés quand ça vaut le coup et d'être en cash quand ça vaut pas le coup. Ça demande un peu plus de travail que l'approche purement passive. C'est bien évidemment ça demande un peu plus de temps, c'est-à-dire qu'il faut y consacrer 15 minutes par mois, 1 heure par mois. Ça demande également une discipline, mais encore une fois, on ne sait pas ce qui va arriver. Dans un marché qui est de plus en plus opaque, dans un marché qui est de plus en plus risqué,
c'est une stratégie qui est intéressante. Du moins, en ce qui me concerne et en me basant sur tous les backtests, etc., elle est puissante. Et encore une fois, je vais gérer un portefeuille de 200K devant mes étudiants, je vais montrer ce que je fais, etc. Peut-être que je vais gagner, peut-être, encore une fois, on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je l'utilise depuis 2021 et 2022, j'ai travaillé avec les options et j'en suis super satisfait. Alors que là, par exemple, cette année, c'est catastrophique et pour le moment, je suis très satisfait. Donc, encore une fois, d'après voilà, mes premiers résultats, etc. Bon, la troisième approche, c'est l'approche value. Et cette approche, elle est vraiment intéressante en ce qui me concerne. Parce que déjà, on le voit, il y a des actions qui se font massacrer. Hein. Je pense par exemple à Meta, Facebook. Je pense à Alibaba. Je pense à Garmin. Je pense à Adobe. D'accord? Ce sont des très bonnes actions. Ce sont des actions profitables. Ce sont des actions qui sont sur un plan fondamental magnifique. Et ces actions se sont littéralement effondrées. Et fondamentalement, elles sont ce que l'on appelle des actions sous-évaluées. Donc, elles peuvent continuer de baisser. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va vivre un moment où certaines actions qui sont de vraies pépites vont valoir que dalle. Mais l'inconvénient de cette stratégie par rapport à l'approche Booster Plus, c'est que tu peux tenir tes positions pendant 5 ans, pendant 10 ans. Tu peux être perdant pendant 2 ans, pendant 3 ans. Mais si ton raisonnement est bon, tu peux littéralement cartonner. C'est-à-dire que ça peut être l'opportunité de toute une vie. Et je le dis parce que c'est par exemple ce que j'ai appliqué à Dubaï sur l'immobilier. Et en fait, j'ai acheté quand personne ne voulait acheter. J'ai acheté parce que, bien évidemment, j'avais des fondamentaux, j'avais pas mal d'informations qui me disaient ça vaut le coup d'acheter. Et j'ai fait voilà, un gros plus sur mon investissement de départ. Et en fait, je me suis basé sur vraiment l'approche value à la Warren Buffett. C'est-à-dire que quand le marché s'effondre, il va y avoir des pépites. Le seul truc, c'est qu'il va falloir avoir le mindset. Il va falloir avoir également la méthode. D'accord? Il faut savoir évaluer une action. Parce que comment savoir, par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, ah, Air France, ok. Ah, tiens, Renault, tiens, mais est-ce que ça vaut le coup d'investir dans ces boîtes? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une boîte qui ne génère pas de cash, qui perd de l'argent, qui est endettée, etc. Parce qu'il y a des boîtes qui vont faire faillite. Et donc, il va falloir être capable de déterminer les bonnes actions, d'avoir le mindset, d'utiliser les options. Donc, on va travailler avec les options. Et puis, bien évidemment, de travailler il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser. Et donc, pour moi, clairement, je vais être honnête avec vous, cette année, j'ai bossé comme un dingue. Pourquoi? Parce que je me prépare au marché qui arrive. Je pense qu'on va vivre une décennie incroyable. Alors, cette décennie, elle peut être destructrice pour certains, mais elle peut également représenter l'opportunité de toute une vie pour d'autres. Quand Warren Buffett il a acheté voilà, les années 80, Coca-Cola, et en fait, il a fait le deal du siècle. Warren Buffett, il y a un truc très très important. Beaucoup de gens s'excitent, beaucoup de gens. Non, Warren Buffett, il l'a dit. Il a dit Bill Gates est venu me voir. Il m'a dit voilà, Warren, tu devrais investir dans Microsoft. Et Warren, il lui a dit ok, mais pourquoi je vais investir dans ta boîte? Et Bill Gates, il lui explique, tu sais, l'informatique, c'est l'avenir, tu pourras faire ta comptabilité. Je dis, ouais, mais moi, je n'utilise pas d'ordinateur pour faire ma comptabilité. Ah, bah, tu pourras regarder un match, tu pourras. Et ensuite, Warren Buffett pose la question à Bill Gates, il lui dit, OK, est-ce que tu penses que ça améliorera ou les ventes de chewing-gum ou un truc comme ça, genre un truc qui n'a rien à voir. Et en fait, parce que lui, il a investi dans des boîtes qui produisent du chewing-gum. Et Bill Gates, il lui a dit non. Il lui a dit, bon, bah, ça m'intéresse pas. C'est débile. Mais en fait, ce qu'a dit Warren Buffett, il a dit,
J'aurais pu investir dans Microsoft. J'aurais pu investir dans Google. Les patrons de Google sont venus le voir. J'aurais pu investir dans Amazon. Mais pourquoi j'ai pas investi? Parce que je ne maîtrisais pas le business et parce que, en fait, tu as pas besoin d'être partout pour réussir. Tu as besoin d'avoir 2, 3 bonnes idées pour cartonner. Et c'est pas pour rien que Warren Buffett est devenu l'un des hommes les plus riches au monde. À un certain moment, c'est la deuxième plus grande fortune au monde. Et même aujourd'hui, il est impressionnant, ce mec. Mais en fait, ce mec, il est impressionnant et en même temps, il est très simple. C'est-à-dire que il maîtrise son domaine, il n'investit que dans ce qu'il maîtrise et il attend le bon moment. Par exemple, Apple, il n'a pas investi à Apple quand... Non, il a investi dans Apple quand ça valait le coup. Donc, il a raté des mouvements, mais il est... Et donc, en fait, quand il a investi dans Coca-Cola, quand il a investi dans McDo, il a investi dans Washington Post, etc., il a investi et ces investissements lui ont rapporté des milliards. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que tu n'as pas besoin d'investir sur plein de choses. Tu investis sur 2 actions, 3 actions. D'ailleurs, lui, allez, il n'a pas beaucoup de positions. Il a beaucoup, d'ailleurs, il a investi énormément sur Apple. Bon, clairement, c'est risqué. Mais Warren Buffett, c'est pas toi, c'est pas moi. C'est-à-dire que Warren Buffett, pour sortir de ses positions, il lui faut des mois et des mois. Il est tellement gros qu'il ne peut pas sortir comme ça du marché. Et donc, il est piégé. Il faut bien le comprendre, les amis. Il ne faut pas se comparer à des gérants de portefeuille. Un gérant de portefeuille, quand il a des grosses positions, il ne peut pas sortir comme ça. Parce que s'il sort rapidement, le marché s'effondre. Donc, il est obligé d'espacer ses sorties. Il va vendre petit à petit ses positions. Et ça peut, encore une fois, 6 semaines, 8 semaines, 3 mois, etc., pour sortir de ses positions. Et nous, on peut, moi, voilà, moi-même, quand même, j'ai des fonds assez importants, mais c'est rien, c'est que dalle par rapport à ces mastodontes. Donc, il va falloir, je pense, un mix de ces stratégies. D'accord? L'approche totalement passive pour ceux qui ne qui veulent pas se casser la tête et qui ont vraiment une, un horizon de temps de 20, 30 ans. Genre, tu es jeune et tu ne te casses pas la tête, tu investis. Bien évidemment qu'il y a le risque d'avoir un marché plat, mais il vaut mieux investir ton argent que de le laisser à la banque parce que tu risques de te faire bouffer par l'inflation. D'accord? Deuxièmement, l'approche Booster Plus, qui est une approche semi-passive qui va nous éviter finalement un marché plat. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir de drawdown. Hein. Les recherches montrent qu'on peut avoir un drawdown de 2 ans maximum. Un drawdown, c'est quoi? C'est une période où tu es perdant. D'accord? 2 ans, c'est pas énorme. Hein. Je vous ai montré Microsoft, la personne qui a investi au mauvais moment, 16 ans pour récupérer son argent. Alors qu'avec cette stratégie, historiquement, hein, ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, on a 2 ans. Cette approche, nous, on l'a sophistiquée avec les options. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, c'est mon programme phare, tami.net/OMI. Et je pense qu'on va s'éclater, on va se régaler. Là, par exemple, en août, j'ai investi sur le pétrole et c'était assez intéressant parce que le pétrole s'était effondré. Et j'ai pris une stratégie où même si ça s'effondrait, je ne perdais pas d'argent. Et en fait, ça s'est effondré et c'est reparti à la hausse. J'ai gagné de l'argent. Et tout ça, je vais le montrer à mes étudiants. Mais avec les options, on peut faire des choses vraiment magiques qu'on ne peut pas faire avec des ETF, etc. Donc, on sophistique et c'est intéressant surtout pour les gens qui ont des gros capitaux. Parce que si tu as un marché qui baisse de 20%, 30% en un mois et que tu as 200K ou 500K, ça représente quand même des gros montants. Donc, les options sont extrêmement puissantes parce que tu contrôles dès le départ ton risque. Et enfin, la troisième approche, et moi, cette approche, j'ai bossé comme un dingue et je suis très, très impatient de vous montrer ce que j'ai fait et de proposer ce programme parce que ça va être un programme vraiment énorme. Ça va être la value. Et la value, c'est vraiment un truc qui peut littéralement changer voilà, votre patrimoine, qui peut vraiment booster votre richesse. Moi, c'est ce que j'ai fait à Dubaï, encore une fois, dans un marché baissier. Et c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que si on a un marché baissier, l'approche value sera juste énorme. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent,
quand le marché baisse, beaucoup de gens paniquent et beaucoup de gens se disent c'est la fin du monde. Et Warren Buffett le dit, quand les marchés baissent, tout le monde a peur et moi je suis content parce que c'est le moment où je vais commencer à acheter. Parce que c'est le moment où des actions comme Facebook, comme Microsoft, comme Apple vont valoir que dalle par rapport à leur valeur. Et ça va être, mais il faut être préparé. Et c'est vraiment ça, c'est que très peu de gens sont préparés psychologiquement, méthodologiquement, parce que tu peux pas mettre de l'argent si tu n'as pas confiance dans ton approche. Surtout si tu sais que tu vas la garder, ta position 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que on va bien évidemment sur certaines positions sortir avant. Mais là où tu vas cartonner, c'est quand tu vas acheter par exemple du Apple, hein, on va prendre des exemples concrets et ça va vous montrer tout ça. Voilà, un exemple, c'est Coca-Cola. Coca-Cola en 80, ça valait 0,62. Alors bien sûr, il y a eu des splits, mais entre 82 et 98, c'est-à-dire, allez, même pas 20 ans, le truc, il a pris 6881%. Et vous comprenez que Warren Buffett, il a investi par là. Il a toujours cette action, hein. Il a toujours pas vendu cette action. Il a toujours pas vendu. D'accord? Et des exemples comme ça, il y en a légion. Il y en a des tonnes. Par exemple, McDonald's, ici, on voit dans les années allez, 80, ça valait 0,98. Là, ça vaut 250. La personne, voilà, t'as mis allez, 1000 dollars, c'est 250 000 dollars. 10 000 dollars, c'est 2,5 millions. Est-ce que vous voyez le truc? Et là, en 82, allez, ça nous fait 30 ans. Euh, Est-ce qu'il fallait s'exciter? Non, non, non. En fait, mais maintenant, le seul truc, c'est comment savoir que ce sera le prochain McDonald's? Comment savoir que ce sera le prochain Coca-Cola? Comment savoir que ce sera le prochain Apple? Et c'est là où, encore une fois, il n'y a pas de certitude, hein, on est d'accord. Mais il y a quand même voilà, des fondamentaux, il y a une analyse fondamentale, il y a une analyse également technique, parce qu'il y a également le côté psychologique. Et puis, il y a également le côté mindset, c'est-à-dire beaucoup de gens, voilà, et même des grands gérants hein, ont investi, par exemple, sur Amazon. Il y a un gars très intéressant, il a investi sur Amazon et en fait, il est sorti et il s'est dit, merde, genre, il a gardé ce titre 6 ans, 7 ans, et ensuite, le titre a continué de monter et il est sorti bien avant. Par exemple, Apple, ici en 2003, ça valait 0,23. Aujourd'hui, ça vaut 150. Donc, ça vous montre un peu, et pour ceux qui ont raté, qui sont rentrés, par exemple, durant la crise des subprimes, allez, supposons la crise des subprimes, on rentre par là à 4 dollars, ça vaut 150. Je pense que vous commencez, bien sûr, on ne va pas choper que du Apple, mais même Apple, par exemple, ici, le truc, voilà, il valait 3. C'est presque, tu as presque multiplié ta mise par 50 en l'espace de ouais, 12 ans, 12, 13 ans. Tu as multiplié ta... Et donc, il y a, encore une fois, c'est une approche complètement différente que très peu de gens maîtrisent, que moi-même, je ne vais pas dire que je sous-estimais, mais j'avais pas pris toute ouais, la puissance de cette approche. Et je pense que l'investissement à Dubaï, et j'ai fait beaucoup d'investissements, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ça. Il fallait que je le fasse concrètement pour me dire, ouais, c'est un truc qui peut changer ta carrière financière et ta trajectoire financière. C'est-à-dire que moi, j'ai investi à Dubaï à partir de 2015, donc il y a 7 ans. Hein. Et quand j'ai investi, tout le monde me disait, voilà, c'est un désert, ça va se casser la gueule, il y a trop d'offres, trop de ceci, blablabli, blablabla. Genre, tout le monde te disait, genre, tu vas te casser la figure. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une analyse fondamentale. D'ailleurs, j'ai créé une formation hein, pour mes étudiants. Donc, c'est-à-dire, mieux que ça, tu meurs. C'est-à-dire, j'ai dit à mes étudiants, voilà, voilà, Dubaï, voilà pourquoi je pense que c'est génial. J'aurais dit, il y a des soldes. En fait, j'ai fait une analyse fondamentale sur la valeur.
Alors oui, j'ai pas attendu 10 ans, hein, puisque par exemple mon dernier investissement au Palm, hem, j'ai fait un investissement fin 2018, donc début 2019, et là mon investissement de départ a été multiplié par près de 2,5, 3, d'accord? Et on parle de millions, hein, et donc ça, c'est un truc où tu te dis, c'est en fait, tu dois avoir un bon raisonnement, tu dois arriver dans un marché qui se casse la figure, où personne ne veut acheter, et tu vas vraiment repérer des opportunités qui peuvent littéralement changer ta trajectoire financière. Donc voilà les amis, donc moi je suis pas en mode c'est la fin du monde, hein, au contraire. Bien sûr, je suis prudent, bien sûr, je pense que Stanley Druckenmiller a probablement raison, mais ça ne va pas m'empêcher d'investir. Je suis pas en mode ah là là, au secours, je suis en mode plutôt quelles sont les meilleures stratégies pour protéger son argent et le faire fructifier dans ce nouvel environnement. Et c'est ce sur quoi j'ai bossé cette année. Donc, je suis très, très content parce que, honnêtement, je peux vous dire que j'ai bossé comme un dingue. J'ai pas arrêté, mais je suis très, très content parce que je pense que euh, ces programmes et puis même cette philosophie d'investissement, moi, personnellement, je vais l'utiliser avec mon argent et je pense que voilà, c'est mes stratégies pour les 5, 10 prochaines années. Je pense on va faire de très très belles choses et c'est un peu comme ça que je le vois. Donc je le vois pas en mode c'est la fin du monde, je pense que voilà, mais je suis pas en mode c'est super. Moi je suis en mode prudent, d'accord. Je pense que c'est chaud, mais je suis pas en mode voilà, par exemple, voilà, Apple, etc. On a quoi comme valeur? On a Microsoft, mais vous voyez, c'est pas beau, c'est pas beau Microsoft. On a Meta, je vous montre un peu la tête de Meta, c'est catastrophique. Vous voyez, on se retrouve au niveau de 2020, même de 2018. Donc c'est quand même une grosse, grosse baisse pour une boîte qui gagne de l'argent, hein, qui gagne de l'argent, qui a un chiffre d'affaires. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui tapent un peu sur Zuckerberg, il y a voilà. Mais encore une fois, est-ce que le business model de Facebook, il est complètement à la rue? Est-ce que Facebook est complètement dépassé? Et c'est ça les raisonnements que vous devriez avoir. Et donc, il faut vraiment se poser. Et puis, bien évidemment, pour moi, le plus important, c'est la configuration du marché. C'est-à-dire, si le marché, il est encore baissier, il ne faut pas acheter Meta. Mais il faut préparer, il faut la mettre dans sa watchlist, comme Alibaba. Il faut la mettre dans sa watchlist. Il faut surveiller ces actions. Il faut les surveiller parce qu'à un certain moment, par exemple, il y a une autre action qui est intéressante, Garmin. Vous voyez, ça s'effondre. Et cette action, elle valait 180, elle vaut 85 aujourd'hui. Vous avez une autre action, Adobe. Très bonne action. Regardez, elle s'est effondrée parce qu'ils ont racheté Figma et pour 20 milliards, apparemment, c'est trop cher pour les analystes. Elle perd 56% depuis les plus hauts. Donc, ces actions, elles peuvent continuer de baisser. Mais ces actions, regardez, c'est une pépite. Adobe, depuis 2012, regardez, depuis 2012, cette action n'a fait qu'exploser. On va prendre ici du très très long terme. Regardez, cette action en 86, elle valait 0,21. Donc c'est pour vous dire la puissance de cette action. C'est pas une action pourrie, hein. C'est vraiment une action de ouf. Là, en 2002, et puis regardez, en 2002, elle valait combien? Elle valait 8, 9, elle est 10. Elle a été multipliée par, regardez, elle valait 600. Elle a été multipliée par 60. Là, elle valait combien? Elle valait 16 en 2009. 16. Et elle a fait au plus haut 660. Donc, ces baisses ne sont pas, si vous êtes bien évidemment préparé psychologiquement, si vous êtes, comment dirais-je, vous avez le bon mindset, les capitaux, parce qu'il va falloir avoir du cash. Moi, je pense, encore une fois, je vais mettre mon argent, hein, je vous le dis franchement, je vais investir. Je suis pour le moment en train d'attendre pour des raisons évidentes. Mais pour moi, il va y avoir des opportunités incroyables. Et des actions comme ça, vous voyez, depuis la crise des subprimes, regardez ici, ça c'est la crise des subprimes, ça c'est 2002. Vous voyez, ces grosses bougies rouges, on ne les avait pas vues depuis 2000 et 2008. On n'avait pas vu ces grosses bougies rouges
Même si ça c'est 3 mois, hein. On n'avait pas vu ça. Donc, on est véritablement dans un crack sur cette action qui valait 700 au plus haut. Là, au plus haut, qui valait ouais, presque ouais, 700 et qui vaut aujourd'hui 300. Donc, on est véritablement sur un crack et c'est une très, très bonne action. Maintenant, voilà, à quel moment elle va se stabiliser et elle va. Et donc, ça dépendra du marché dans son ensemble. Grosse vidéo, les amis. Désolé, je voulais faire court. J'ai pas fait court. C'est de ma faute. Mais j'espère que vous avez malgré tout kiffé le contenu. Encore une fois, pour ceux qui veulent nous rejoindre, je lance mon bootcamp Tami, ou plutôt mon programme sur une année, tami.net/OMI. Donc, concrètement, on va travailler l'approche Booster Plus avec des options. L'idée, c'est que vous maîtrisiez les options parce que ça va devenir un outil extrêmement puissant dans les 5-10 prochaines années. Parce que les options, l'avantage des options, c'est qu'on peut dégager des revenus, on peut se protéger, il y a plein de choses à faire. Maintenant, c'est un outil technique, c'est pas un outil, voilà, mais c'est un outil qui est juste extrêmement puissant. Et donc, on va démarrer dans pas longtemps. Pour ceux que ça intéresse, tami.net/OMI. Merci infiniment, les amis, et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.